Bienvenue à tous pour ce webinaire donc, de Fil Agile sur la transition ISO 27001 version 2022. On attend donc le dernier retardataire arrive. Donc le son c'est bon. Est-ce que vous nous voyez? Je ne sais pas du tout si vous nous voyez actuellement. Super, merci Nicolas, merci Estelle, merci Corinne, Hervé. Bonjour Hervé. Donc on va présenter, démarrer ce webinaire. On va faire une petite présentation quand même pour ceux voilà, qui ne nous connaissent pas. Je vais laisser ces dames se présenter en premier. Vas-y, Carla. Oui, alors bonjour à tous, je suis Carla Melendez et moi je suis chef de projet, j'accompagne des clients à l'obtention des certifications ISO 27001 et je suis ravie d'être là avec vous. Bonjour à tous, moi c'est Ilham Sabri, je suis chef de projet chez Fil Agile et j'accompagne notamment les clients pour la certification ISO 27001 et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et moi, Thomas Domota, donc dirigeant de la société Fil Agile. Donc pour vous dire quelques mots sur Fil Agile. Alors déjà, un petit message qu'on va passer lors du webinaire, c'est qu'on recrute un chef de projet en cybersécurité ISO 27001, mais on va y revenir dans la présentation. Donc, vous présenter rapidement Fil Agile. On est les spécialistes de la cybergouvernance. Donc, on est vraiment spécialisé sur ce domaine-là, donc les certifications ISO 27001. C'est pour ça que toute l'année, on va faire des webinaires sur l'ISO 27001, les évolutions, notamment la version 2022, parce que vous soyez consultant qui accompagnait des entreprises, que vous soyez une entreprise qui veut transiter vers la 2022, ou bien que vous ayez la volonté de passer en ISO 27001 2022 depuis le début, en primo-certification. Voilà, on va faire des webinaires toute l'année pour intégrer les évolutions, faire du partage aussi de connaissances entre nous. Donc, il ne faut pas hésiter au niveau du chat à poser des questions ou même à apporter des compléments, à apporter votre avis. Nous, on n'a pas c'est une nouvelle version de la norme. Effectivement, il y a quelques orientations et quelques idées qu'on a dans la mise en pratique et on va partager aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment un webinaire concret, précis sur des exigences, des nouveautés vraiment de l'ISO 27001 de version 2022. Donc, nous, on a le travail sur les différentes certifications qu'on a aujourd'hui, 27001, SecNum Cloud, RGPD, HDS, donc tous ces sujets de gouvernance de la sécurité de l'information. Et on travaille donc avec des PME du digital, des startups sur ces sujets-là. Donc, ce qui nous intéresse, ce qui nous plaît, c'est justement de créer cet espace de partage via les webinaires ou via d'autres actions qu'on peut mener. On a plein de webinaires qui sont sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas, vous devez avoir normalement un lien qui s'affiche en dessous pour aller vers cette chaîne webinar. Donc, voilà. Vous pouvez donc cliquer sur le lien en dessous pour aller voir les autres webinaires, les replays. Et celui-là sera mis aussi en ligne sur la chaîne YouTube. Donc voilà, on a fait pas mal sur la 27001, sur HDS. On va en refaire un sur HDS très prochainement également. Donc je vous laisse le temps en dessous d'aller vers le lien vers la chaîne. Donc après, on travaille aussi avec, et on va parler aujourd'hui, parce que sur la 27001 version 2022, une des évolutions majeures, c'est que c'est une norme qui va s'orienter de plus en plus vers la cybersécurité, vers la sécurité technique. Donc, c'est très intéressant d'avoir des solutions qui sont rapides, faciles à mettre en œuvre pour les entreprises. Et donc là, on travaille sur des solutions open source, sur les solutions maison, sur le logiciel SMSI pour la sécurité, sur des solutions de XDR, de DR, de détection d'intrusion, etc. Donc, des plateformes de cybersécurité qui sont facilement déployables pour les entreprises, pour aller vite et bien sur les certifications de sécurité. Donc, sur la chaîne YouTube, vous avez pu y accéder. Donc, ensuite, sur les objectifs de webinaire, donc je te laisse la parole, Ilham. maintenant qu'on est présenté, voici les objectifs de ce webinaire. Donc, premièrement, on va s'intéresser au passage de ISO 27001 version 2017 vers ISO 27001 version 2022. Notamment, on va voir les principaux changements lors du passage de 2017 vers version 2022. On va vous faire découvrir les 11 nouvelles mesures de l'annexe A, y compris une bonne compréhension de chaque mesure, et bien sûr, les actions que nous proposons pour être en conformité.
Donc, je me permets de vous demander de répondre au sondage qui vient d'apparaître en bas. Est-ce que c'est possible de réagir au sondage qui vient d'apparaître afin en fait de nous aider à connaître où en êtes-vous lors de vos démarrages? Cela va nous permettre de mieux adapter le contenu et s'intéresser à certains éléments. Donc, le sondage est en bas. On demande de répondre pour savoir vos démarches. Là, on a des interactions, on est presque sur 28% sur des personnes qui connaissent bien la norme ISO 27001 version 2022. On a 12 personnes qui comptent être certifiées ISO 27001 prochainement. Ilham, c'est des pourcentages. Donc, si Ouais, ça c'est varie. 26%. On a 44% des personnes qui cherchent de l'information et notamment 41% qui sont découverts l'ISO 27001 version 2022. Donc, il y a quand même 30% qui connaissent bien. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, voilà, à partager vos remarques et vos avis. Là, je pense que ça va s'afficher. OK. Ok, bon, merci pour cette interaction. Alors, on va démarrer avec la présentation générale des modifications qui ont eu lieu dans cette nouvelle version. Évidemment, la première modification et la plus importante, c'est l'annexe A. Mais il y a eu aussi des modifications dans les chapitres 6.1.3 petit c et petit d. Mais ces modifications sont significatives. Il n'y a pas des actions à mettre en place. Donc, je vous explique qu'est-ce que c'est cette modification. C'est très simple. En fait, l'annexe 1 de la version 2017, avant, on appelait les tableaux 1 objectif et mesure. Et chacune des exigences qu'il y avait ou des mesures qu'il y avait dans les tableaux, on avait donc un domaine et on avait un objectif. Là, ça a changé. Sur la nouvelle version, en fait, les tableaux, il a changé son nom, il s'appelle désormais mesures de sécurité de l'information et on retrouve directement les différentes mesures à mettre en place. Du coup, ces deux petites modifications qui ont eu dans les chapitres 6.1.3 petit c et petit d, c'est juste pour ajuster si vous voulez, les vocabulaires. Donc, il n'y a rien à faire de ces côtés-là. C'est plutôt sur l'annexe 1 et on va rentrer dans les détails de ces modifications-là. Avant de rentrer dans l'annexe A et les modifications qui ont lieu, c'est important de rappeler les structures de la version 2017. Je vous rappelle qu'il y avait 14 domaines et 35 objectifs et 114 contrôles. Et parmi, en fait, ces 14 domaines, on trouvait des mesures techniques et des mesures organisationnelles qui étaient un peu mixées, en fait, dans les différents domaines. Donc là, comme vous saviez tous, la norme ISO 27001 est mise à jour régulièrement pour tenir compte des évolutions des technologies. La version 2022 apporte bien sûr des mises à jour pour s'adapter aux dernières tendances et bien sûr aux nouveaux risques en matière de la cybersécurité. Donc, pour tout ce qui est annexe A de la norme ISO 27001 nouvelle version, les modifications interviennent donc dans le fameux annexe A. Dans un premier temps, on va retrouver une clarification de thématiques avec un passage de 15 à 4 thématiques. Des thématiques organisationnelles, des thématiques personnelles humaines, des thématiques physiques et finalement des thématiques technologiques. En plus de ces thématiques sur l'annexe A, une évolution contextuelle qui va se produire par l'ajout des 11 nouvelles mesures, qu'on va les présenter plus tard avec Carla. Et pour terminer, on va avoir une clarification des mesures existantes avec une fusion de certaines mesures. Donc, on va avoir 50-30 mesures de l'annexe A version 2017 qui va être fusionnée quant à elle avec 24 nouvelles mesures. Donc, en globalité, l'annexe A de l'ISO 27001 de 2022 va passer ainsi de 114 à 93. Et donc, l'objectif de ces modifications, ça va être garantir une meilleure lisibilité et d'apporter moins de redondance. Donc, ce slide-là
permet de faire un petit résumé par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Et là, on vous montre le passage de 15 sections à 4 thématiques. On trouve en premier lieu des mesures organisationnelles avec 37 mesures, des mesures des personnes avec 8 mesures, des mesures physiques avec 14 mesures et bien sûr des mesures technologiques avec 34 mesures. Ah, pardon, je parlais dans les vides, désolé. Alors, avant de commencer avec les 11 nouvelles mesures et l'explication de ces 11 nouvelles mesures, en fait, ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui, ce sont des actions pratiques pour la mise en place. Évidemment, et ce sont des conseils qui sont génériques. On ne prend pas en compte, évidemment, votre périmètre, les risques qui sont associés à votre société ou à votre SMSI. Donc, c'est important de, évidemment, les prendre en compte, mais après prendre des décisions de comment vous allez l'appliquer dans votre société. Je vous rappelle que les décisions qu'on prend en compte au niveau des mesures de sécurité qu'on met en place dans la norme ISO 27001 dépendent des risques en fait qui sont liés à votre SMSI. Donc là, la mesure 5.7 qui est le renseignement sur les menaces, c'est une mesure organisationnelle. Et on sait bien que les mesures en cybersécurité sont en pleine évolution depuis 2017, ce qui a poussé vraiment l'organisme à rajouter cette section. La section 5.7 précise bien que l'identification des menaces doit être basée sur une analyse de risque et que cette analyse doit être réalisée régulièrement, d'une manière régulière, pour tenir compte des changements de l'environnement de l'entreprise. Alors, de façon pratique, qu'est-ce qu'on recommande de faire? Donc, la première chose, c'est de faire la veille des différentes menaces. Donc, pour ça, on vous recommande des sites comme MitraTac, par exemple. C'est un site web qui nous permet qui nous liste, en fait, c'est un tableau avec les différentes menaces qui sont exploitées. Mais ce qui est important dans cet outil, ou cet site web, c'est qu'il vous donne, en fait, les menaces, mais aussi quelles sont les mesures que vous pouvez mettre en place pour éviter ces menaces-là. Et une autre chose, c'est une fois que vous avez fait la veille, peu importe si c'est avec ces sites-là, mais sinon, il y a beaucoup d'autres sites qui vous permettent de le faire, c'est de les prendre en compte dans votre analyse des risques. C'est-à-dire que l'idéalement, c'est de pouvoir prouver en fait à l'auditeur que vous faites cette veille, peut-être en vous abonnant avec au RSS de ces sites web, et ensuite les intégrer dans votre analyse des risques, ajouter cette menace-là pour réévaluer les risques qui sont déjà identifiés ou d'en ajouter des nouveaux risques. Nous, on vous recommande des solutions plus simples, comme Owasu par exemple, qui est une solution qui vous permet en fait d'intégrer MitraTac avec ce système-là et qui fait cette analyse des menaces de façon automatique dans vos systèmes. Et les systèmes qui sont évidemment connectés avec cette plateforme. Donc, par rapport à la mesure 5.23 qui est la sécurité de l'information pour l'utilisation des services au nuage. Donc, les services au nuage, c'est bien sûr les systèmes cloud. Donc, la norme ISO 27001 sur la sécurité de l'information spécifie bien que les exigences pour mettre en place, pour maintenir et continuer à améliorer un système de management de la sécurité de l'information, un SMSI. Cela inclut les considérations de la sécurité pour l'utilisation des services en nuage. Donc, les processus d'acquisition, d'utilisation, de gestion de cessation de services au nuage doivent être en général établis conformément aux exigences de sécurité de l'information de l'organisation. Pour la mise en place de cette mesure-là, alors ce qu'on vous propose d'abord, c'est de définir quelles sont les exigences en fait ou les règles qu'on doit respecter quand on va choisir un service en nuage. Et pour ça, on avait dans la version 2017 et encore dans celle-ci aussi, normalement on devait définir une politique de gestion des fournisseurs. Donc ce qu'on vous recommande, c'est peut-être d'ajouter un paragraphe dans lequel on définit les règles à respecter pour les choix, pour l'utilisation des services dans les clouds. Ça peut être par exemple de vérifier qu'ils font bien des backups, vérifier par exemple si une fois que vous allez arrêter les services avec eux, vous pouvez récupérer toute la donnée que vous saviez ceci et si cette donnée-là va être bien supprimée par exemple. Évidemment, après aussi, mettre en place des contrôles pour pouvoir vérifier qu'ils respectent bien ces règles-là.
Ensuite, une autre chose, c'est de définir aussi des règles pour l'utilisation interne de ces services-là. Et là, on peut par exemple l'ajouter dans la charte informatique. On pourrait ajouter des règles qui sont cette fois-ci plutôt pour les collaborateurs en interne qui définissent comment il faut utiliser ces services en nuage. Donc, ça peut être par exemple activer la double authentification. C'est une règle qui est obligatoire pour protéger au mieux l'authentification de ces outils-là. Donc, c'est important de définir des règles, de sensibiliser les collaborateurs. Et dernièrement, ce qu'on vous recommande, c'est d'analyser les risques de toute l'utilisation de ces services en nuage. Donc là, au niveau de cette mesure, on s'intéresse à la continuité des activités. Et la mesure 5.30, qui est la préparation pour la continuité des activités, exige qu'une organisation doit mettre des exigences pour assurer la continuité des activités de l'entreprise. Bien sûr, en cas de perturbation, par exemple une panne de courant, ou bien un incendie, une tempête. Donc, les préparations d'éthique doivent obligatoirement être planifiées, mises en œuvre, maintenues et bien sûr testées en se basant sur les objectifs de continuité d'activité et les exigences de continuité d'éthique. Quelle est la différence, en fait, si vous voulez, entre la version 2017 et cette version-là? Dans la version 2017, il y avait déjà plusieurs exigences qui étaient liées à la continuité de la sécurité. D'accord? Là, c'est vraiment la continuité de l'activité. C'est ça qui est demandé là. Donc, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus large. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose de faire? On vous propose de faire analyse d'impact sur l'activité. Avec l'analyse des risques que vous aviez fait pour votre SMSI, et ce qu'il va falloir vérifier, c'est de tous ces risques-là, quels sont les risques qui pourraient impacter les activités qui sont prioritaires pour, si vous voulez, pour la production des services et produits qui sont critiques pour votre société. Une fois qu'on a identifié quelles sont ces activités-là, on va lister quelles sont les ressources qu'on a besoin pour que ces activités fonctionnent en fait. Et du coup, les ressources-là, c'est évidemment, par exemple, les personnels, mais aussi, surtout, l'éthique. En fait, quand on parle d'éthique, c'est technologiquement, qu'est-ce qu'on a besoin pour que cette activité se déroule. Donc, ça peut être un logiciel, par exemple, un VPN, et ça peut être la messagerie. Ça dépend de chaque activité. Une fois qu'on a identifié toutes les ressources qu'on a besoin, on va les prioriser. Et on va dire de toutes ces ressources-là, quelles sont les prioritaires, quelles sont les plus importantes. Et à partir de là, pour chacune de ces ressources TIC, on va en fait définir des processus et dire comment je vais faire pour restaurer ce service-là. Donc, par exemple, imaginez-vous que pour une activité critique que vous faites dans votre société, vous avez besoin d'un VPN. Donc, c'est quelque chose que vous avez besoin pour vous connecter, par exemple, au système d'information. Et c'est ça qu'il faut récupérer en premier. Donc là, dans ces cas-là, il va falloir un processus détaillé pour la restauration du VPN. Et l'idée, c'est de faire un plan des tests de tous ces processus, en fait, tous ces ressources TIC que vous avez besoin et pouvoir les tester dans l'année. C'est pas avant, c'était plutôt de faire un test complet du plan de continuité d'activité. Là, ce qui est demandé, c'est plutôt de tester en fait des parties de ces plans d'activité complets pour la reprise de l'activité de votre société. Donc là, on s'intéresse aux mesures des personnes. Et comme nouvelle mesure, on a la mesure 7.4 qui est la surveillance de la sécurité physique. Et à ce niveau-là, la norme ISO 27001 version 2022 exige donc une organisation ou bien une entreprise de mettre en place des contrôles physiques afin de protéger les actifs, bien sûr vos actifs, contre tout risque lié à la sécurité physique. Et ça, en incluant les intrusions non autorisées, les actes de vandalisme et bien sûr les incendies. Donc en général, on peut dire que les locaux doivent être continuellement surveillés pour empêcher tout accès physique non autorisé. Donc, alors, pour
La mise en place de cette mesure-là, donc la première chose, évidemment, c'est l'installation des systèmes de vidéosurveillance et aussi, vous pouvez installer des détecteurs de contacts. Après, moi, pour les clients qu'on accompagne, si vous voulez, les sites, c'est pas quelque chose dans lesquels il y a des risques importants. Et nous avons par exemple des clients dans lesquels il y a que du télétravail. En fait, il n'y a pas de sites physiques ou ils ont des sites, mais ces sites-là n'ont pas finalement des actifs à protéger. Du coup, on pourrait dans ces cas-là exclure cette mesure-là. Évidemment, il faut pouvoir le justifier et comme le demande la norme. Mais sinon, pour les clients, en fait, par exemple, les hébergeurs des logiciels, les data centers ou les sociétés qui hébergent des données, et pour eux, oui, en effet, ils ont des risques importants et l'installation des systèmes de vidéosurveillance pour contrôler l'accès aux data centers et les détecteurs de contacts pour vérifier, en fait, qu'il y a personne qui touche les serveurs ou les matériels, ce sont des mesures de sécurité qui sont, dans ces cas-là, conseillées. En tout cas, je fais un point d'attention. Si vous allez installer des systèmes de vidéosurveillance, il faut faire attention au niveau de l'RGPD parce qu'il y a des exigences spécifiques, notamment inclure ce type d'enregistrement dans votre registre de traitement et définir la période de conservation de ces enregistrements. En ce qui concerne la gestion de la configuration dans la mesure 8.9, et là, lorsqu'on parle de la gestion de configuration, on parle notamment de la configuration de la sécurité de matériel, de logiciels, de services et bien sûr des réseaux, qui doivent être définis, documentés, mis en œuvre, surveillés et bien sûr révisés. Donc, on sait bien que la configuration des équipements, y compris logiciels et services, c'est un aspect critique de la sécurité de l'information. Cela permet de limiter les accès non autorisés, de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité des données et bien sûr limiter les risques de vulnérabilité ou bien de toute faille de sécurité. Alors, dans cette partie-là, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on vous recommande, c'est de créer des modèles de standards. Et c'est-à-dire que l'idéal, c'est de créer des documents, des configurations par défaut, par exemple, de vos postes de travail. Si vous utilisez des postes de travail Windows, donc quelle version du système d'exploitation et quel type d'antivirus il faut activer, est-ce qu'il faut activer les pare-faux et quel est l'accès qu'on va donner à ces postes de travail, il faut configurer un compte utilisateur. Si vous voulez, c'est vraiment une liste de toutes les règles à respecter dès qu'on doit installer un nouveau poste de travail. Et évidemment, il faut après le contrôler. Mais ça va plus loin que les postes de travail. Il faut faire la même chose pour les serveurs, par exemple. Et il faut faire la même chose pour les logiciels. Donc, vous pouvez définir les règles de ces standards et selon les niveaux de sécurité que vous voulez mettre en place, ou bien il existe des guides qui sont disponibles, donc notamment les 6 benchmark. C'est si vous voulez, c'est une guide qui vous permet de configurer, c'est une liste avec toutes les règles de sécurité que vous pouvez mettre en place dans vos serveurs, par exemple. Et ce sont des guides qui sont disponibles sur les différents types de systèmes d'exploitation qui existent. Je vous ajoute les liens ici si ça vous intéresse. Et à partir de ce type de guide-là, vous pouvez par exemple choisir en fait quelles sont les règles ou les configurations que vous voulez mettre en place. Ce qui est important ici, c'est quoi? Dans un premier temps, c'est important de définir quelle est la configuration qu'on va mettre dans les matériels et les logiciels. Et en plus de ça, les vérifier et contrôler que cette configuration elle est respectée tout au long du cycle de vie de l'actif en question. Et pour ça, il existe des solutions qui le font de façon automatique. C'est le cas de Wasu, par exemple. Wasu, c'est encore une fois un outil qui vous permet de, en temps réel, vérifier en fait la configuration de tous les serveurs ou machines que vous savez installé dans Wasu et il vous permet de vérifier si la configuration elle est conforme à les standards et en plus de ça de vous alerter en cas de modification. Donc là, pour la suppression d'informations, donc la norme ISO 27001, nouvelle version, exige les organismes ou bien les organisations et les entreprises de mettre en place des contrôles pour gérer les données sensibles d'une manière efficace, y compris la suppression sécurisée des informations
inutiles ou obsolètes. Il est important de supprimer les informations d'une manière sécurisée pour éviter toute fuite de données. Donc, pour résumer, les informations stockées dans les systèmes d'information, les terminaux ou bien tout autre support de stockage doivent être supprimés lorsqu'ils ne sont plus nécessaires. Alors, donc là, ce qu'on vous recommande de faire, c'est la première chose, c'est de configurer les systèmes, en fait. Il y a la possibilité, avec une politique, de faire des suppressions automatiques des données. Et par exemple, si vous utilisez Microsoft 365, il y a des modules qui permettent la configuration de ces stratégies de rétention. Donc, vous pouvez supprimer à partir de votre politique les emails, par exemple, les conversations sur Teams ou même des dossiers dans les SharePoint. Donc, ce sont des politiques que vous pouvez définir et qui vous permettent de faire la suppression de façon automatique. Aussi, par exemple, dans Google, il y a la possibilité, quand on ajoute des accès à une donnée, de dire je vais supprimer l'accès, par exemple, aussi à telle personne. Donc, ce type de système qui permet d'automatiser pour éviter de le faire manuellement, il faut l'utiliser au maximum. Sinon, une autre chose qu'on vous recommande, c'est de définir des méthodes, en fait, des processus de suppression des données. Et vous savez votre registre de traitement, et normalement, dans ce registre de traitement, vous savez les dates de conservation des données. Donc, idéalement, c'est de déjà partir de là et dire, OK, comment on peut faire pour respecter ces dates de conservation et à partir de là, définir des processus ou via manuel ou automatique qui vous permet en fait de respecter cette mesure-là. Une autre considération que vous pouvez faire, c'est quand vous utilisez en fait des solutions dans les clouds ou quand vous partagez des informations avec des tiers, de bien vérifier qu'une fois que vous avez finalisé la mission ou que vous n'utilisiez plus en fait les services dans les clouds, de bien vérifier avec cette tiers-là qu'il a bien supprimé ces données-là. Vous pouvez demander des preuves ou sinon un document dans lequel il s'engage et il dit qu'en effet il a bien supprimé ces données-là. Et finalement, si vous devez faire la suppression de la donnée, notamment si vous devez supprimer des disques durs, des postes de travail, etc., et il faut faire appel en fait à des sociétés spécialisées pour la suppression des données de façon sécurisée. Et je vous rappelle que ce qui est important ici pour l'audit de certification, c'est garder des preuves. À chaque fois que, peu importe la décision, j'ai donné plusieurs exemples, mais tout le temps garder des preuves pour pouvoir prouver à l'auditeur que vous avez bien pris en compte cette mesure-là. Donc, pour la partie masquage des données qui est dans la mesure 8.11. Donc, il faut tout d'abord comprendre c'est quoi le masquage des données. En fait, le masquage des données, c'est un processus qui consiste à remplacer des valeurs réelles d'une donnée sensible. Je prends là l'exemple d'une carte crédit ou bien d'un numéro de sécurité sociale et de le remplacer avec des valeurs fictives qui ont l'apparence d'être réelles. En fait, là, pourquoi on utilise le masquage des données? On l'utilise pour deux buts principaux qui sont la protection des données sensibles des clients, bien sûr de vos clients, bien de vos employés, contre toute violation de sécurité. Et aussi, on l'utilise pour tester et développer des applications et des systèmes informatiques tout en utilisant des données réelles sans compromettre la sécurité des données. Alors, pour mettre en place cette exigence-là, donc ce qu'on vous recommande, c'est déjà de déchiffrer la donnée. C'est-à-dire que si par exemple vous avez des backups, vous pouvez déjà chiffrer cette donnée-là. Si vous savez, par exemple, dans votre registre de traitement aussi, encore une fois, pour la partie RGPD, vous êtes obligé à garder des données. En fait, si vous voulez, à un moment donné, si vous savez plus imaginez-vous avec un collaborateur, quand vous quittez la relation contractuelle avec les collaborateurs, vous êtes obligé, par exemple, à garder les données au cas où il y a des contrôles de l'URSSAF. Donc, mais là, et même si vous devez les garder, on vous recommande de les masquer. Et donc, pour ça, on peut utiliser, par exemple, la modification de certaines données, la modification des dates ou faire des substitutions des valeurs de telle façon et masquer cette information pour éviter voilà, d'avoir finalement de fuite des données. Une autre chose, c'est évidemment que vous pouvez mettre en place, c'est limiter les accès à cette donnée-là.
Et il y a des lois en fait qui doivent être respectées, notamment si vous gérez dans votre système d'information, dans votre base de données, si vous êtes éditeur de logiciels, vous gérez des cartes de paiement. Donc ces cartes de paiement doivent être en fait chiffrées, et aussi par exemple les mots de passe pour accéder au système d'information que vous mettez des solutions SaaS que vous développez par exemple aussi. Ça doit être par exemple aussi chiffré en base de données. Donc, ce sont pas des solutions qu'on peut vous proposer. Une autre chose, c'est aussi si vous utilisez, vous êtes encore une fois éditeur de logiciels et vous avez besoin, par exemple, d'utiliser la donnée de production pour faire des tests. Donc là, avant de récupérer la donnée de production, vous pouvez par exemple faire une anonymisation des données. Les données, vous pouvez anonymiser les données sensibles et comme ça, vous allez pouvoir après travailler pour faire la correction des bugs si vous avez besoin. Donc là, la prévention des fuites de données. Donc on sait bien que la data est le moteur de la relation client, de la stratégie commerciale et de tout projet marketing. Donc à ce niveau-là, il faut prendre des mesures de prévention de fuites de données qui doivent être appliquées à tout terminal, au système, au réseau, qui traite, stocke ou transmettent toute information sensible. Alors, ici, ce qu'on peut vous recommander, d'abord, pour moi, il faut identifier. La première chose, c'est savoir identifier quelles sont les données qui sont sensibles et aussi où ils sont stockés, en fait, c'est-à-dire pour pouvoir surveiller après ces canaux ou les endroits où ils sont stockés. Vous pouvez démarrer avec les registres de traitement dans lesquels on a déjà toutes les données personnelles qui sont traitées en interne ou qui sont traitées dans les cadres des prestations que vous faites pour vos clients. Et déjà, on pourrait, dans un premier temps, se concentrer sur ça. Et ensuite, ce qui est important ici, c'est de mettre en place des solutions techniques. Et ces solutions-là s'appellent DLP. Et ce sont, en fait, si vous voulez, c'est un outil qui permet de mettre en place des règles. Notamment, vous pouvez l'installer par exemple dans Office 365 ou dans d'autres outils. Et en fait, ce sont des systèmes qui travaillent avec de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils sachent quelle est l'utilisation que vous faites finalement de vos dossiers, de l'information qui est gérée dans votre système d'information. Et dès qu'ils trouvent qu'il y a des téléchargements qui ne sont pas habituels, la première chose qu'il fait, c'est ce type de système, c'est d'informer à l'utilisateur. Et ça sert de sensibilisation pour lui. Et après, évidemment, il y a des alertes qui sont envoyées et il y a un blocage qui est fait. Donc, ça évite en fait de faire des téléchargements ou des envois des données importantes en dehors de votre système d'information. Donc, ça, c'est une des mesures de sécurité à mettre en place. Alors. Donc là, au niveau de l'activité de sécurité, donc on voit clairement que la nouvelle version, celle de version 2022, la surveillance occupe une place importante. Donc, il est important de surveiller les réseaux, les systèmes, les applications pour détecter les comportements anormaux et prendre des mesures appropriées pour évaluer les éventuels incidents de sécurité. Et là, lorsqu'on parle de la surveillance, on parle de la surveillance réseau et de la surveillance d'applications. Oui, alors, en fait, si vous voulez, dans l'ancienne version, on avait les logs et les systèmes, la version nous disait il faut loguer les activités des utilisateurs et loguer les activités des administrateurs et opérateurs. Mais en fait, là, il vient ajouter une couche supplémentaire et c'est l'effet de vraiment surveiller ces logs-là, en fait. Et là, c'est là qu'il est donc important de mettre en place un système et comment un ODR, un CIEM, un IPS ou un IDS, que ce sont simplement des systèmes qui, en fait, analysent vos logs et dès qu'ils trouvent des intrusions ou qu'ils trouvent des événements des événements qui sont comment on appelle ça des événements qui sont on va dire inappropriés, pas habituels en fait, automatiquement il envoie une alerte. Donc, ce type de système devient incontournable pour la version 2022. Et là, encore une fois, on a un outil, on vous recommande Wasu, qui est un outil qui est ancien, qui vous permet de le faire, vous permet de le faire très facilement.
Donc là, le filtrage web. Donc de nos jours, on accède beaucoup aux sites web et on n'est pas conscient à 100% les risques de cet accès. Donc l'accès aux sites web externes peut représenter un risque pour la sécurité de l'information de chaque organisation, car les sites web peuvent contenir des contenus malveillants tels que les logiciels malveillants, des logiciels de rançon, des phishing et d'autres types de contenus dangereux. Donc, l'accès au site web externe doit être géré pour réduire l'exposition au contenu malveillant. Alors, ce qu'on vous recommande ici, c'est dans votre réseau local d'avoir un pare-feu et dans les dernières versions des pare-feux, vous avez une fonctionnalité qui vient déjà dans les pare-feux et qu'il faut simplement l'activer. C'est une fonctionnalité qui vous permet en fait de filtrer l'accès au site internet malveillantes. Normalement, les pare-feux récupèrent une liste, on va dire une liste noire des sites web et du coup, vos collaborateurs ne vont pas pouvoir accéder à cette liste-là. Donc, pour la partie codage sécurité, en fait, là, on s'intéresse à la partie développement. On s'intéresse aux développeurs de l'organisation. Et l'organisation, là, elle est chargée de diriger, contrôler et vérifier les activités relatives au développement externalisé du système. Les codages sécurisés, en fait, si vous voulez, ce qui est notre recommandation ici, c'est vraiment de sensibiliser les collaborateurs, les former plutôt au codage sécurisé. Il y a d'autres exigences dans la norme qui vont permettre aussi de répondre à cette exigence-là, mais ce qui est important et qui va être, selon nous, demandé, c'est vraiment une formation pour les collaborateurs. Pour les développeurs, pardon. Il existe des guides comme les top 10 au WASP qui sont intéressantes pour les sociétés qui font du développement web. Et cette liste-là, ce sont des listes qui permettent qui analysent en fait les 10 vulnérabilités plus exploitées sur les applications web. Donc, il y a des sites web qui expliquent et qui permet aux développeurs de monter en compétences et de notamment appliquer ces solutions-là dans les codes. Une autre façon de le faire, c'est aussi avec plutôt de savoir comment il faut coder, c'est de se mettre dans la position de quelqu'un qui veut hacker en fait la société. Donc, plutôt de faire des challenges cyber entre les développeurs. Il existe des sites comme celui qui est là, Pentester Lab, et c'est un site web qui, je pense qu'Ilham, tu l'as testé, tu pourrais Ouais, un peu expliquer qu'est-ce qu'il permet de ouais. faire? Bah, en fait, Pentester Lab, c'est vraiment une plateforme qui propose des cours de formation et bien sûr des ressources aux personnes souhaitant en savoir plus sur les tests d'intrusion, les tests réseau. Et il propose une variété de cours couvrant différents sujets tels que les tests d'intrusion web, etc. Bah, en fait, en utilisant cette plateforme, les utilisateurs peuvent accéder via un modèle basé sur un abonnement et auront accès à des machines virtuelles, à des exercices laboratoires et d'autres supports pour les aider à leur apprentissage. Bien sûr, la plateforme existe sous deux formes, la forme payante et la forme gratuite. Nous avons aussi des formations qu'on propose sur les codages sécurisés, mais cette fois-ci, c'est vraiment des formations qui sont vraiment dédiées. C'est-à-dire qu'on a des spécialistes qui viennent comprendre quels sont les outils que vous utilisez, quels sont les langages de programmation que vous utilisez et comment vous développez, en fait, quel est votre cycle de développement. Et en 2 jours, on vous conseille, on vous écoute et comme livrable, on vous donne en fait quelles sont les actions à mettre en place pour améliorer ce processus de développement sécurisé. Très bien, donc on a balayé un peu toutes les exigences, les nouvelles exigences de la version 2022 sur la partie plutôt technique. Effectivement, donc on s'est vraiment concentré sur ces aspects-là et on a souvent parlé de la solution Wazoo. Alors pourquoi on en parle? On n'a pas de lien particulier. Simplement, nous, dans nos démarches, on met en conformité les entreprises donc, qui sont plutôt des PME, des TPE du domaine numérique à la conformité 27001. Et donc la solution, ça fait un certain nombre de temps qu'on travaille avec cette solution-là et elle permet de répondre à beaucoup d'objectifs de cette nouvelle version.
Donc globalement, à la base, en fait, c'est une solution qui est un SIEM, mais en fait, il a énormément évolué, avec beaucoup d'autres fonctionnalités. Et si vous regardez le marché, on n'a pas trouvé, mais il y a peut-être, des gens qui vont nous dire, hein, des solutions qui pourraient être intéressantes, qui pourraient faire la même chose. Aujourd'hui, sur le marché, en open source et même, si on veut chercher des produits, en fait, au niveau du marché, enfin, on connaît un peu le marché français, il n'y a pas un outil qui fait tout ce que fait Wazoo. Vous allez devoir avoir plusieurs outils, un SIEM, un EDR, et cetera, et cetera. Des outils qui surveillent les mails, enfin voilà, vous allez devoir combiner un certain nombre d'outils, là où Wazoo, en open source, va permettre, d'être conforme rapidement en 2022. La base, c'est un SIEM effectivement, mais il y a énormément de fonctionnalités qui ont été développées et compilées autour de Wazoo. Donc ça permet d'aller très vite dans la mise en conformité puisque c'est une solution qui se déploie très, très rapidement. Donc c'est une solution qui se déploie sur le cloud qui peut, superviser, récupérer les logs des serveurs, des serveurs sur le cloud, des postes de travail. Donc on va pouvoir superviser l'ensemble de la sécurité des équipements d'entreprise. Et ça permet encore une fois, on va le voir un petit peu dans le détail, de superviser un certain nombre de points de conformité de la norme. Donc c'est simple, puisqu'en fait, c'est assez simple en termes de technologie, mais après, c'est un open source, donc ça nécessite énormément de formation et d'apprentissage au fur et à mesure. Mais c'est très compatible avec la 27001 puisque ça vous laisse le temps, de monter en compétences également sur la sécurité, en apprenant avec l'outil, je vois juste une question sur Oiseau. Oui, tout à fait, on va en parler sur les normes. Comment, Wazoo fait de la conformité? Donc globalement, ça permet de sécuriser les terminaux, postes de travail, Windows, Mac, Linux. Ça permet de sécuriser également les serveurs. Quand je dis sécuriser, ça veut dire que ça va faire, de l'audit de vulnérabilité, des mises à jour, ça va faire du contrôle de configuration de sécurité, et cetera. Enfin, il y a beaucoup et de la détection d'intrusion évidemment. Donc ça renseigne sur les menaces puisque c'est basé sur un modèle qui s'appelle MitraTac et qui va donc détecter les comportements utilisateurs, les process pour détecter les intrusions selon les modèles, donc là, la surveillance par rapport aux menaces, on l'a en temps réel et sur une base qui est une base, vraiment de renseignement, assez précis. Alors Wazoo, il n'est pas certifié 27001 parce que c'est un outil, donc ça peut pas vraiment être certifié 27001 et en plus c'est un open source. C'est-à-dire que, c'est un open source, hein, américain, donc vous pouvez soit, recourir, à la solution qui est hébergée par Wazoo, et à ce moment-là, je crois que il y a des rapports SOC 2 dessus, soit après le déployer sur vos propres serveurs. Nous, ce qu'on sait faire et notre expertise, c'est dans la mise en place de Wazoo. Donc on met en place Wazoo dans les entreprises, on sécurise les Wazoo des entreprises et ça peut tout à fait c'est largement suffisant pour faire du SOC externalisé, quoi. C'est suffisamment puissant pour superviser la sécurité d'une entreprise. Donc, comme je disais, donc, ça surveille ce qui se passe sur les réseaux, sur les serveurs et ça vous donne donc ça fait de l'XDR, ça fait de la surveillance de réseau, de la journalisation, de la détection de malware, du contrôle d'intégrité de fichiers. Donc il y a énormément de fonctionnalités. Ça permet aussi de contrôler la conformité. PCI DSS, RGPD, on peut rajouter, on ne l'a pas fait encore, mais l'ISO 27001 pour contrôler, en fait, le respect des normes au niveau des systèmes. Donc ça, c'est aussi très important. Ça fait de la détection d'intrusion, donc sur des process, que le système peut détecter. Ça manage la sécurité de façon générale. Vous allez pouvoir, surveiller en temps réel ce qui se passe, sur les systèmes. Ça fait de l'analyse de log, donc comme un SIEM. Donc là, il y a un gros travail sur Wazoo, d'entretien, de suivi et de paramétrage pour définir les bonnes règles de sécurité au fur et à mesure. Ça, vous ne pouvez pas vous lancer, il faut quand même quelqu'un qui soit expert sur Wazoo et sur la sécurité pour gérer le système. C'est pas des systèmes clés en main. Ça fait de la surveillance d'intégration de fichiers, de la détection de vulnérabilité sur les CVE avec un système qui est avec très peu de faux positifs. Donc avec vraiment, qui va en profondeur, qui fait de la défense en profondeur et un des systèmes qui est très important, c'est que ça fait de l'évaluation de configuration. C'est-à-dire vous définissez des configurations de sécurité pour vos postes de travail, pour vos serveurs, pour vos systèmes et ça va vérifier en temps réel que ces configurations, elles sont pas modifiées. Donc ce qui permet vraiment de parfaitement contrôler, par exemple, les postes de travail.
et ça fait de la détection et de la réponse aux incidents. C'est-à-dire que si un incident se déclare, on peut avoir des systèmes qui bloquent automatiquement. On a parlé de DLP, mais des règles qui bloquent automatiquement en cas d'incident qui se déclenche et qui permet d'avoir des remédiations automatisées par rapport aux incidents de sécurité qui sont détectés. En fait, c'est vraiment un système et un outil qui est multicarte et qui couvre largement la 27001 sur plein de domaines. En fait, nous, avec ces systèmes-là, on est déjà avec nos clients prêts sur certaines certifications version 2022. Donc, que ce soit une entreprise, une petite entreprise, une grosse entreprise qui ait des besoins, que vous soyez consultant ou quoi, c'est vraiment intéressant à regarder comme type de produit. Encore une fois, nous, on n'a pas de lien spécifique avec cette société, simplement qu'on a fait un benchmark et que c'est ce produit-là qui est retrouvé le plus simple et le plus rapide à utiliser. Ne serait-ce que quand on veut faire la même chose avec des outils, avec des logiciels du marché, c'est très compliqué, très long de comparer, d'accéder aux solutions, de les tester. Bah, là, on peut très rapidement mettre en place un Wazoo, le tester, le déployer. Soit vous le faites en interne. Après, n'hésitez pas à nous appeler là-dessus, hein, ce sera avec plaisir, qu'on pourra, vous aider, vous montrer ce type de solution, que vous soyez consultant. Nous, ce qu'on aime, c'est un peu ce partage d'informations, ou si vous avez d'autres solutions, si vous voulez en discuter avec nous, avec plaisir. Bah, sur les types de formations sur Wazoo, généralement, c'est des formations qui se font sur le produit pour le client, en fait. Après, on peut tout imaginer. Mais ça nécessite quand même des connaissances en sécurité, tout dépend. Tout dépend, parce que les personnes qui vont utiliser Wazoo, ça fonctionne comme un SOC, en fait. C'est-à-dire qu'on va apprendre du système, on va définir progressivement les règles, et tout le système de sécurité est construit dans l'outil, quoi. Mais si vous voulez qu'on en discute, Jean-Philippe, n'hésitez pas à nous laisser un message ou à nous envoyer un message. Ça, il faudrait qu'on vous présente comment le système fonctionne, mais ça remonte des alertes dans le système en fonction de ce qui a été paramétré. Mais si vous voulez plus d'infos, il faut qu'on prenne rendez-vous, qu'on fasse une démo avec un expert là-dessus. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou des points qu'on a. C'est en français. C'est en français. Non, c'est en anglais, hein, je crois. Tout est en anglais, Carla, sur Wazoo. Je ne sais pas dire. Il faut qu'on voit en interne Il avec me les semble que experts. c'est en anglais. Mm. Non, mais tout est en anglais, puisque c'est une En société anglais, c'est anglaise. sûr. Après, en français, je ne sais pas. Ouais. Non, je crois pas. Et merci, Laurent. Après, vous avez le site de Wazoo, hein, il y a pas mal d'informations dessus, des possibilités. Et après, voilà, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas. On vous présentera ces solutions-là avec plaisir. Oui, il y a plusieurs modules intégrables. Ouais. Il y a plusieurs modules, plusieurs systèmes qu'on peut activer. Encore une fois, si vous voulez plus d'infos, on peut vous présenter. C'est connectable à des boîtes, à des bases de virus. Enfin voilà, il y a pas mal de modules qui sont en cours aussi de développement. Nous, on en développe certains. Je sais que voilà, il y a vu l'outil, à mon avis, ça va devenir très, très, très courant, quoi. Alors nous, on fait le support, ouais. On fait la mise en place, le support, on fait tout l'accompagnement associé. Alors après, sur des grosses structures, ça dépend, mais en tout cas, on est en capacité de faire le projet, de former les clients et d'accompagner sur le maintien de la solution. Mais encore une fois, la particularité de cet outil, c'est qu'il est extrêmement puissant. On peut tout faire, mais c'est vraiment un outil de technique. Et donc pour technicien, c'est-à-dire que le paramétrage se fait vraiment dans le temps et l'apprentissage se fait vraiment dans le temps. C'est ça qui est intéressant. Mais je pense que c'est un outil qui mérite voilà, d'être connu, d'être comparé un petit peu aux solutions du marché parce qu'on regarde d'autres solutions. On m'a parlé par exemple d'OpenXDR qui est un regroupement de plateformes du marché. Ben, on arrive au même résultat, mais avec un seul outil, quoi. Enfin, au même résultat, pratiquement au même résultat, mais vraiment avec un seul outil. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant. Et le fait que ce soit open source, ça s'installe facilement, etc. Alors, je comprends pas trop la question, Florent. La logique de taille, vas-y, Carla. Oui.
En fait, c'est juste que dans l'annexe 1, ils ont ajouté des tags. Et c'est simplement pour dire la mesure en question, par exemple, si c'est une mesure qui est préventive ou si c'est une mesure qui est plutôt des remédiations. Donc, c'est savoir juste à quel moment cette mesure-là va avoir, quel est l'intérêt de cette mesure-là, si c'est avant l'incident, durant l'incident ou après l'incident. Donc, c'est ça. Et il y a aussi des liens dans l'annexe A. Il y a des liens entre les exigences de la version 2017 et la version 2022. Et ça vous permet, en fait, ça va vous aider à faire la nouvelle DDA. Il y a d'autres informations, mais bon, en gros, c'est ça. C'est juste pour vous Après, juste, aider. ouais. Je vous en ai parlé un petit peu en début de séance, mais on recrute effectivement un chef de projet en sécurité. On recrute aussi des partenaires, enfin, avec lesquels on travaille et on peut échanger. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. On est assez ouvert aux échanges avec d'autres experts, consultants ou postulants dans l'entreprise. Donc, on a 2 sites. On a un site qui est en Normandie et un site qui est à Barcelone. Alors la 27002 2022 plus proche de la réalité, ben, c'est ce qu'on aimerait, quoi. Mais après, le problème des audits, c'est que, en fait, après, ça dépend un peu des auditeurs. Donc, c'est là où, on est un peu, voilà, ben, il faut en fait, Et les la risques clé de aussi. l'audit, Mm. c'est, de bien, connaître la norme pour pouvoir objecter à l'auditeur qui va dériver sur des sujets un peu fumeux, process, documents, qui seraient hors scope hors exigence. Là-dessus, c'est un des clés. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils veulent faire, c'est vraiment rendre la norme plus technique, enfin, en tout cas l'approche plus technique, sécurisée, qu'on évite de dire, bah ouais, on est 27001, donc on a une belle documentation, mais on n'est pas sécurisé, quoi. L'objectif, c'est quand même d'aller vers de la sécurité. Quelque chose un peu plus solide en termes de sécurité. En tout cas, nous, ça nous va bien, parce que ce qu'on essaye de faire, c'est le but aussi de ces échanges, de ces partages, c'est effectivement, de partager les outils, de partager les méthodes. En un webinaire, on ne peut pas rentrer dans tout, mais voilà, on a trouvé énormément de solutions, que ce soit, sur la partie formation, la partie technique pour accélérer la 27001. On s'occupe aussi de Secnum Cloud aujourd'hui pour trouver des méthodes et des approches qui permettent d'aller, le plus vite possible et le mieux possible dans le temps, parce que toutes ces normes, ben, ça demande beaucoup de travail. Donc si on peut mettre tout ça en commun et aider, et sur la 27001 version 2022, on fera d'autres webinaires. On fait un webinaire là sur HDS dans un mois. Donc, je pense que vous devez avoir le lien pour le prochain webinaire. Je ne sais pas si Nicolas, tu peux l'activer. Alors, ces nouvelles mesures sont-elles présentes dans la qualification Secnum Cloud? Alors ça, je ne sais pas. Carla, tu peux en parler un petit peu ou pas? Et j'ai pas fait les liens entre les deux normes, mais en tout cas, c'est que il faut savoir que Segment Cloud, c'est de toute façon un niveau c'est un niveau supérieur. Les niveaux de sécurité exigés, par exemple, si on parle de la conformité, la configuration des systèmes, donc ça, c'est une exigence, oui, en effet, qui est dans Segment Cloud. Mais comme ça, vous dire de façon complète si c'est inclus ou pas, je dirais que la plupart, oui. Mmh. Sont prises en compte, ouais. Après, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que la Segment Cloud, il va vous dire comment il faut le mettre en place, précisément. En fait, avec des fois des guides de l'ANSSI qui vous détaillent les comment il faut faire. Donc, Ouais, l'approche est un peu différente. c'est une approche différente. Ouais, Il y a des guides de niveau de sécurité il y a un niveau de sécurité à atteindre, en plus qui est sous exact. contrôle de l'ANSSI. Donc, il y aura pas mal. Ah, il y a l'inscription HDS qui fonctionne pas, Nicolas. Il Donc, vient faut voir. d'envoyer Et Nico. donc, Nicolas vient d'envoyer. Nicolas, c'est notre chef marketing. Mhm. Euh, Vous pourrez bientôt retrouver des vidéos de Nicolas sur notre chaîne YouTube. Et donc, du coup, ok, c'est bon, ça a l'air de marcher. Donc, par rapport à la question, ouais, donc Secnum Cloud, c'est un niveau de sécurité pour ceux qui ne connaissent pas, qui est en fait le cloud souverain français sécurisé, entre guillemets. Voilà, c'est un peu le thème du sujet. Voilà, on peut aussi donner pas mal d'infos parce qu'il y a des subventions possibles pour les entreprises qui veulent passer en Secnum Cloud, qui sont sûres d'y aller. Donc, l'idée, c'est
En fait, la problématique de Secnum Cloud, c'est que maintenant, toutes les entreprises, enfin, tous les services en SaaS qui vont travailler pour les OIV ou même les grands groupes par répercussion, dans les années qui viennent, vont devoir passer ce type de qualifications, qui sont quand même des qualifications assez coûteuses, assez difficiles à passer. La 27001 est un bon premier niveau pour mettre l'organisation et maintenant mettre plus de technique, justement, et après passer sur un niveau Secnum Cloud un peu plus élevé. En attendant, les référentiels européens qui devraient un jour voir le jour. Donc sur la 27001, on a des webinars qui sont sur la chaîne. On a aussi des webinars sur la nouvelle version 27001 2022, un webinar qui est plus large en fait sur la thématique, c'est-à-dire qui survole de façon plus large l'évolution. Là, on est vraiment rentré sur les mesures de sécurité. J'ai mis le lien pour la certification HDS et le lien, je ne sais pas s'il y a d'autres liens qu'on peut partager, Nicolas, ou si vous avez d'autres questions, puis sinon on va stopper là maintenant. Formation Lead Implementer. Alors, on a une formation Lead Implementer en mode e-learning. Je ne sais pas si c'est la question, Michel, mais en gros, on a de la formation Lead Implementer, Lead Auditor, pas mal de formations en e-learning qui sont accessibles de façon simple en fait pendant 1 an, et on vous aide, on a 5 heures de coaching ensemble pour vous préparer aux certifications. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Mais c'est vrai qu'on a mis en place un dispositif de formation pour réussir la certification au rythme des personnes. Donc on peut accompagner les entreprises, on va accompagner 5 heures de coaching individuel ou collectif, PECB pour l'organisme. La certification c'est PECB. Voilà. Donc on a un dispositif de formation e-learning avec, etc. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et c'est des tarifs qui sont beaucoup plus intéressants que les tarifs du marché, en fait. Comme c'est de l'e-learning, comme on fait du coaching individualisé, etc., ça permet d'atteindre des tarifs qui sont beaucoup plus bas que les tarifs du marché. Bah, écoutez, merci beaucoup, merci à tous, merci Hervé, merci Michel, Laurent, à bientôt, et on se retrouve donc peut-être dans un mois, avec plaisir, en tout cas, ce sera pour nous de vous retrouver. Merci à Merci à tous, tous. Au allez, au revoir. revoir. Au revoir.